Merci beaucoup. On va parler là de l'École européenne de droit. Exactement, l'École européenne de droit de Toulouse-Capitole. Mon nom est Michel Martinez, le directeur du département des langues et civilisations. Je vais faire la première partie de cette intervention. Je laisserai la parole ensuite au professeur Lucas Rasmasson, qui est le directeur de l'école et qui conclura donc notre propos. L'école européenne de droit, rattachée à la faculté de droit de l'Université Toulouse-Capitole, a vu le jour en 2014. Sa création récente fut célébrée au Quai d'Orsay sous le patronage de Laurent Fabius, qui accueillit une délégation de notre université toulousaine accompagnée du maire de la ville et du président de région. Lors de cette inauguration au ministère des Affaires étrangères, le ministre et le président de l'université de l'époque rappelèrent les principes européens qui avaient nourri la gestation de l'école. Laurent Fabius synthétisa l'esprit de l'école de cette façon, je cite, « Il ne s'agit pas d'enseigner le droit français avec quelques zestes de droit européen, il s'agit d'un enseignement transnational, plurilingue, pour former des juristes compétents dans au moins 2 droits nationaux de l'Union européenne. » Plurilingue, le mot était donc prononcé, transnational aussi. De son côté, le président du T-Capitole, Bruno Cyr, insista sur la mission principale de l'école qui avait, je cite, « la volonté de former des juristes européens, des juristes pour l'Europe ». Cet esprit, nous le retrouvons bien entendu dans la politique affichée de l'école sur les différents outils et relais de communication. Le site web nous rappelle que l'école européenne de droit a pour ambition, je cite, « de former des juristes pour l'Europe ». Ses axiomes sont la diversité culturelle, linguistique et juridique comme élément de la formation. La mobilité des étudiants est le vecteur de la construction des savoirs. En somme, l'école est à l'image de l'Europe que nous aimons. Elle se veut énergiquement européenne, au-delà même des limites de l'Union européenne, et unie dans la diversité des différents parcours, tous singuliers. Comme l'Europe, l'école assume et revendique son plurilinguisme dans le respect d'une diversité linguistique qui ne fait aucun cas de la taille ou du poids des langues. À ce titre, une place est faite à une langue régionale de France, le catalan, qui s'avère être un atout majeur pour les étudiants des parcours franco-espagnols partant pour la Catalogne, les Baléares ou la région de Valence, où cette langue est non seulement officielle, mais largement pratiquée en ville, sur les campus et dans le monde du travail. In fine, au-delà du bilinguisme ou d'une maîtrise excellente d'une langue étrangère, c'est bien le caractère biculturel et la compétence juridique binationale du futur juriste que proposent nos formations. Cet esprit européen part du constat que l'Union européenne s'est construite par le droit. Les juristes européens issus de l'école ont vocation à être des techniciens de leur droit national et au moins d'un autre État membre. Et même si un excellent niveau d'anglais est aussi requis pour des raisons pragmatiques de lingua franca, l'école a vocation, comme l'Europe, à être plurilingue et transnationale. Et comme les étudiants du Moyen-Âge, nos étudiants sont invités à parcourir le continent pour mieux le connaître, à tous les niveaux, d'où le caractère obligatoire d'une mobilité d'1 ou 2 années, selon les filières, dans une université partenaire dont le réseau constitue une autre des richesses de cette école. Cette mobilité est évidemment essentielle pour proposer à nos étudiants une immersion linguistique sur le long terme. Toutefois, l'école tente de recréer une sorte d'immersion pendant les années toulousaines en invitant les étudiants à une vraie vie de campus, parfois même hors les murs de l'université, mais toujours en VO, si je puis dire. Ceci est rendu possible par des partenariats avec les instituts culturels étrangers représentés à Toulouse, l'Institut Goethe, l'Institut Cervantes, l'espace culturel de l'université, le centre de ressources en langue de notre établissement, sans compter les manifestations culturelles en ville, le festival de Cinema Fin España notamment, avec qui nous avons un partenariat. Cette politique linguistique d'ouverture vers les cultures étrangères doit beaucoup à l'origine même de cette école. C'est en 2008-2009 que les licences bilingues, anglais-espagnol en premier lieu, ont vu le jour. Dans le sillage des doubles cursus droit et langue qui avaient commencé à fleurir ci et là, UT-Capitole souhaitait proposer un parcours réunifié sur le même site, après une réflexion conjointe menée par la faculté de droit avec le doyen Bernard Beignet et le département des langues et civilisations dirigé à l'époque par Antonia Pagliac, hispaniste et catalaniste, mais aussi civilisationniste de l'Espagne contemporaine. Les maquettes proposées à l'époque pour ces licences avaient réuni enseignement du droit, identique au parcours classique exclusivement francophone, et enseignement en langue étrangère de contenus culturels, sociétaux, philosophiques, politiques, institutionnels, assurés par des professeurs agrégés de langue étrangère et ou enseignants-chercheurs en civilisation étrangère. L'expertise des juristes et des linguistes civilisationnistes dans leur domaine, leur confiance et le respect mutuel furent la clé du succès de ces formations bilingues en droit qui rapidement permirent à notre université d'accueillir des étudiants venus de toute la France ainsi que du réseau des lycées français de l'étranger. Ces formations étaient la voie royale pour les étudiants issus de classes bilingues, européennes ou internationales, voulant faire du droit. Pour ces filières dont la capacité d'accueil fut limitée à 30 étudiants par an, il fut nécessaire de sélectionner les candidats sur critères linguistiques avec un niveau B2 requis pour qu'ils soient en mesure, dès la première année, de suivre des contenus de spécialité en langue étrangère et de produire des essais, des dissertations en langue étrangère. Très vite, les candidatures à ces formations dépassèrent nos prévisions les plus optimistes, presque 1 millier pour les anglicistes et environ 500 pour les hispanistes.
Fort de ce succès, à partir de 2010, d'autres formations furent créées sous la forme de double diplôme avec la collaboration de nos universités partenaires pour délivrer ainsi, à la fin d'un cursus de 4 ans, un diplôme français, le Master 1, et un diplôme équivalent allemand, espagnol, italien, britannique, irlandais ou russe. Aujourd'hui, preuve de la double âme de ces filières, l'école nomme un responsable pédagogique juriste et un responsable pédagogique linguiste pour chaque formation ou double diplôme. C'est ce respect pour la dimension linguistique civilisationniste et culturelle, complémentaire de l'acquisition du droit étranger, qui a fait le succès de notre école. Pour l'avenir, et même si l'école a pour objectif principal de former des juristes européens, il va sans dire que la connaissance technique de plusieurs droits nationaux, du droit européen et international, mais aussi d'une langue étrangère à un niveau de spécialité et d'excellence est un énorme atout. En outre, la dimension interculturelle solide et la maîtrise de la langue anglaise de tous nos étudiants permettent à l'école de former des juristes qui pourront développer, s'ils le souhaitent, un profil de jury-linguiste pour rendre ici hommage à l'école canadienne de Jean-Claude Gémard. Cette perspective d'évolution et de spécialisation est particulièrement stimulante, d'une part pour continuer à battre les cloisons entre droit et langue civilisation, et d'autre part pour former des étudiants qui cesseront d'être plus juristes que linguistes, pour devenir aussi bien juristes que linguistes, et éventuellement des traducteurs. Si tel était le cas, ils seraient légitimes sur les deux tableaux pour être des passeurs du droit d'une langue à une autre, d'un État à un autre. Ils seraient d'autres bâtisseurs européens qui continueraient d'effacer un peu plus les cicatrices de notre continent que sont les frontières, tout en respectant notre diversité linguistique. Merci beaucoup. Et donc je remercie Michel à la fois pour ses mots de présentation, évidemment, sur l'école européenne et les organisateurs du colloque pour leur invitation. Je remplace Wanda Mastor, qui était la directrice jusqu'à cette année. Et donc je suis très heureux de prendre la parole autour d'un thème, le plurilinguisme, qui m'est cher, à la fois pour des raisons personnelles. Je suis allemand, mais très attaché à la francophonie. Et donc le plurilinguisme est quelque chose qui est très fortement ancré, mais aussi pour des raisons maintenant institutionnelles, parce que le plurilinguisme est effectivement non seulement une idée, un concept, mais aussi une valeur qui est au cœur de l'école européenne de droit. Et c'est une valeur qui est au cœur de l'école européenne de droit aussi en ce que cette valeur a de riche pour les juristes. Et donc moi, je prends ici très brièvement la parole pour nous laisser aussi le temps pour la discussion, pour essayer de au moins lancer quelques pistes sur ce que le plurilinguisme apporte à la matière scientifique, peut-être particulière, qu'est le droit. Et donc en réalité, ici, le plurilinguisme n'est pas, pour l'école européenne de droit, une fin en soi, mais c'est un élément qui enrichit les parcours et les compétences de nos étudiants. Et donc en réalité, il y a un véritable apport du plurilinguisme à la matière elle-même. Et cet apport, à mon avis, est double. C'est un apport qui se déploie dans un premier temps parce que le plurilinguisme apporte la capacité à penser deux ou plusieurs systèmes de droit, ce qui est évidemment particulier parce que pour le droit, il n'y a pas de science certaine. Et donc ici, comme pour les sciences humaines et sociales peut-être, de façon générale, il faut avoir cette capacité à concevoir la relativité de la science qu'on développe. Or, quand on parle de science, on a l'impression de parler de quelque chose qui serait universel. Et donc ici, pour le droit, nous avons cette difficulté que lorsque nous étudions le droit français, nous pouvons penser que c'est comme ça et ça doit être comme ça partout, mais dès que nous franchissons la frontière, que nous allons en Espagne, nous nous rendons compte que la rivière est borne et que ce qui est vérité en deçà des Pyrénées est une erreur au-delà. Et donc ici, le plurilinguisme et nos parcours donnent cette compétence à nos étudiants de penser deux systèmes, de façon indépendante l'un de l'autre. Et cette capacité de penser deux systèmes apporte une compréhension approfondie de chacun des systèmes, puisqu'on sait, dans ce cas-là, quelles sont les solutions pour lesquelles, en réalité, ce qu'on pense être inné n'est pas du tout inné, parce que c'est une solution qui est fortement empreinte d'éléments culturels. Et donc cette meilleure compréhension du système permet aussi ensuite de faire évoluer les systèmes et de faire évoluer le droit français ou le droit étranger par la comparaison. Et donc ici, il y a ce premier rapport très fort du plurilinguisme aux juristes qui consiste à transmettre cette capacité à penser deux systèmes. Mais il y a un second apport qui est fondamental aussi, qui est la prise de conscience de l'existence de plusieurs systèmes, de la légitimité de plusieurs systèmes, qui entraîne ensuite la nécessité de penser l'articulation de deux systèmes, ou la coordination entre ces deux systèmes qui sont tous les deux légitimes.
Et donc ici, nous devons aussi transmettre cette capacité à coordonner les droits français, droits étrangers d'un côté, mais au-delà de l'articulation ou de la coordination des différents ordres juridiques entre eux, nous devons aussi être capables de transmettre cette capacité à articuler le droit et à coordonner le droit avec d'autres systèmes normatifs. Et en réalité, le droit, ce n'est jamais une science, à mon sens en tout cas, qui peut se comprendre par elle-même et en elle-même. Comme c'est une science, comme les sciences humaines ou sociales, qui doit être ouverte sur la société, qui doit se nourrir de ses interactions avec les phénomènes sociaux, c'est aussi une science qui, en elle-même, doit comprendre cette nécessité qu'elle a de pouvoir se traduire dans des concepts qui ne sont plus juridiques, mais qui deviennent ensuite des faits ou des réalités. Tout comme les faits et les évolutions de la société doivent évidemment aussi conduire à une évolution du droit. Et ici, en réalité, pour moi, le plurilinguisme est une première étape autour de cette nécessaire coordination qui permet de prendre conscience de ce que le droit, au-delà de son corpus technique, des règles qu'il compose, est aussi une science qui, en elle-même, porte déjà la traduction. La traduction des normes vers les faits, des faits vers les normes, mais aussi, évidemment, ici, dans le contexte plurilinguistique et de formation dans différents ordres juridiques, de traduction d'un droit national à un autre. Et ici, on retrouve très fortement cette idée d'Umberto Eco que, finalement, la langue de l'Europe, c'est la traduction. Et nous, ce que nous devons transmettre à nos étudiants, c'est à la fois la conscience de ce que la langue de l'Europe, c'est la traduction, voire même la langue du monde, c'est la traduction. Mais au-delà de cette prise de conscience ou de l'attachement pour le plurilinguisme, nous devons aussi en faire une plus-value pour nos étudiants. Faire en sorte que nos étudiants soient de meilleurs juristes que le juriste qui n'a été formé que simplement en droit français. Et c'est, je pense, à cette double condition, attachement au plurilinguisme, à l'ouverture culturelle et une meilleure qualité technique de notre enseignement, que nous sommes en mesure de proposer un système qui sera pérenne, parce que nos étudiants, finalement, dans ce jeu qui est concurrentiel, l'emporteront sur les autres, mais ici l'emporteront, à mon avis, de façon légitime. Parce que celui qui est ouvert d'esprit, qui est ouvert à l'altérité, a, à mon avis, des raisons légitimes de l'emporter lorsqu'il est mis en concurrence avec quelqu'un d'autre qui a les mêmes compétences techniques, mais pas cette ouverture d'esprit. Et donc, pour conclure, en termes de gouvernance, ce que nous proposons est un modèle à l'intérieur de l'université et de la faculté. C'est-à-dire l'école européenne de droit offre des parcours, mais qui ne supplantent évidemment pas du tout le parcours classique. Et donc, en réalité, nous donnons un choix, une possibilité, une option, qui est très attractive, Michel l'a dit. Cette année, nous avions 3000 candidatures pour 200 places en première année. Mais c'est évidemment un modèle qui doit faire ses preuves par ce jeu de comparaison avec les parcours classiques. Donc, en termes de gouvernance, nous proposons un modèle. Est-ce qu'il est bon? J'en suis convaincu. Est-ce qu'il est le meilleur? Ça, évidemment, je n'en sais strictement rien. Mais en tout cas, je pense que c'est un modèle qui mérite d'être soutenu et qui a fait ses preuves parce que depuis 2010, il est largement viable. Je vous remercie pour votre attention.